Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur cette nouvelle session de France Asso Santé avec nos experts ce soir et toujours Claude aux manettes. Claude, je te laisse la parole, bien sûr. Alors, bonjour à toutes les connectées, merci d'être à l'heure. Bonjour aussi à tous les connectés, toutes et tous, et puis à nos experts et nos expertes et nos experts. Nous avons deux experts qui sont en train d'arriver sur le plateau. Vous voyez que à leur place… Justement, Claude, je t'interromps, pardonnez-moi. Monsieur Larcher, la caméra qui est juste au-dessus, le petit icône rond qui est à gauche, à l'opposé du triangle. Si vous pouvez appuyer sur la caméra, ça sera bien. Voilà. Parfait. Voilà. Avec un magnifique contre-jour. On peut voir un peu dans le brouillard. Je fais juste un peu plus de lumière, désolé. Ou tu es en contraste. C'est parfait. Voilà, je pense que c'est un peu mieux là. Très bien. Voilà, c'est mieux. Bon, je suis désolé, je porte encore les habits de travail. Non, c'est le voilà. Du travail. Désolé. Bien, donc avant de présenter nos experts très rapidement, je vais repasser la parole à Frédéric qui va donner quelques informations techniques. Voilà, merci, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Vous êtes nombreux à vous connecter comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas le modèle, on vous rappelle de vous connecter sur Google Chrome pour pouvoir avoir une meilleure qualité, d'être plutôt en connexion filaire qu'en connexion Wi-Fi pour ne pas avoir une bande passante défectueuse. Et vous avez le chat qui est à votre droite de l'écran et nous ferons un plaisir, je me ferai un plaisir de transmettre vos questions, si elles sont dans le sujet évidemment, à nos experts de ce soir. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions sur le sujet de ce soir, évidemment. Alors, le sujet de ce soir, vous le savez, ce sont les formes prolongées de Covid, les Covid longs. Nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette définition de Covid long qui a été arrachée de haute lutte, Pauline. Mais auparavant, je vais vous présenter rapidement les personnes qui sont sur la plateforme. Donc, vous avez Pauline Oustric. Pauline est porte-parole et présidente de l'association Après J20, qu'on commence à bien connaître. Et elle a été notre représentante, on dira la représentante de tous les patients atteints de Covid long dans le groupe Réponse rapide de la Haute Autorité de Santé. Elle nous en dira sans doute quelques mots de son action tout à l'heure. Ensuite, vous avez Jean-Marc Cosmas. Jean-Marc est médecin. Et médecin, il exerce dans une région, en Corrèze, et il est président du groupe Tous Partenaires Covid. Lui-même vous dira quelques mots de ce que représente, c'est une association, Jean-Marc, Tous Partenaires Covid. Jean-Marc, vous nous entendez? Oui, d'accord. Vous m'entendez? Oui, je suis présent. Voilà. Alors, le troisième que vous voyez encore un petit peu dans l'ombre, Jérôme Larcher. Très bien, c'est mieux cadré là. Voilà. Jérôme est médecin réanimateur et médecin interniste et lui, il suit, je crois, Jérôme, ne pas me tromper, que tu suis des patients qui sont atteints de Covid long. Et j'ai vu aussi passer ton nom récemment à propos de la résolution qui a été votée dans la semaine. Voilà, c'est cette semaine, c'est ça. Déjà, ça passe tellement vite. Il me semble bien que c'était mercredi, c'est ça. Alors, il manque Dominique Salle. Elle est là. Elle arrive, Dominique? Alors, on va là. Eh ben, c'est parfait. Alors. Sauf qu'elle active la caméra. La caméra est voilée. Oui, donc, elle active sa caméra. Non, elle est activée, mais il faut enlever le cache, je pense. Dominique, vous nous entendez? Peut-être se reconnecter, enlever le cache. Bon, on va. Bon, alors, il y a aussi sur cette plateforme Frédéric Zenouda. Vous avez déjà compris qu'il était le chef d'orchestre. Et tout à l'heure, lors des questions que vous allez poser, il va s'occuper de nous les transmettre, de les trier, de les regrouper et de nous les transmettre. Parce que nous-mêmes, même si nous pouvons techniquement les suivre, c'est très difficile de se concentrer sur ce que nous faisons sur la plateforme et en même temps de lire les questions. Donc, ce sera Frédéric qui s'en chargera. Vous avez dans l'arrière-plan Natacha Ancry qui veille au bon déroulement aussi de ce webinaire. Jean-Pierre Thierry, qui est notre conseiller médical de France Asso, que vous connaissez
pour une grande partie d'entre vous, qui est invisible mais qui est présent et qui apportera lui-même parfois des réponses par écrit sur le forum quand nous ne répondrons pas à ces questions, soit parce qu'elles ne sont pas dans notre cible, soit parce que nous n'aurons pas le temps de traiter toutes vos questions. Vous êtes encore très nombreux ce soir. Et puis, bien entendu, notre cher président de France Asso, Gérard Raymond, je pense que Gérard est là et il va vous souhaiter un mot de bienvenue. Donc, Gérard Raymond, qui est président de l'association France Asso Santé. La parole est à Gérard. La parole est à Gérard. Attendez. Hop, et voilà. Chers amis, on n'entend pas. Certains considéraient la Covid-19 comme une simple grippette et d'ailleurs émettaient quelques doutes sur sa propagation et sa dangerosité. Nous connaissons hélas la suite. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, quelle est donc cette maladie? Quelles sont les conséquences pour bon nombre de patients qui en sont touchés? La Covid ne modifie pas seulement notre vie en société, elle bouleverse de façon grave et continue ceux qui en sont touchés. Maladies inflammatoires, insuffisance respiratoire, grande fatigue, perte du goût, de l'odorat, bon nombre de complications qui interrogent les scientifiques tout autant que les patients qui, en grande souffrance, se sont organisés pour partager leur expérience et apporter leur soutien à la recherche. Et nous aurons d'ailleurs le témoignage de 2 associations qui travaillent auprès des chercheurs pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est la Covid-19. La représentation nationale a accordé aussi une prise en charge dite à LED 100% pour 6 mois, reconductible une fois. Nous devons poursuivre ce travail de connaissance de cette nouvelle maladie afin que notre système de santé, répétons-le, fondé sur la solidarité et la répartition, puisse prendre en charge toutes les personnes atteintes de Covid long. Ce webinaire est donc un témoignage de la vie au quotidien des personnes qui sont atteintes de cette maladie. C'est aussi un message d'espoir et de recherche que France Asso Santé doit porter. Bon webinaire. Parfait. Bien, merci Gérard. Où on est, Dominique? Voilà. Ah, voilà, formidable. Voilà, bonjour. Attention les bruits de micro, c'est une catastrophe. Voilà, faites attention. Voilà, ben, ça l'a figé. Alors, on y va, Claude. C'est une visite éclair. Bon, elle va revenir. Ouais. Vas-y, Claude. Bon, alors, en attendant que Dominique soit vraiment stabilisé dans le cadre, si j'ose dire, chacun d'entre vous, je vous remercie de nous présenter juste un petit peu, en une phrase ou deux, quel est votre engagement dans cette lutte contre les Covid longs, la reconnaissance, etc. Donc, Pauline Oustric, vous qui êtes donc porte-parole de votre association Après J20, est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase en quoi consiste Après J20? Quelle est l'action? Merci beaucoup. Donc Après J20, c'est une association de patients et ça consiste à fédérer et à informer sur le Covid long. Et on le fait de manière collaborative, donc en travaillant avec les patients et les médecins, notamment avec la HAS par exemple. Et notre but, c'est de répondre à 4 objectifs qui sont la reconnaissance du Covid long, la communication claire et nette sur ce qu'est le Covid long à tous, les soins pluridisciplinaires et des financements de la recherche. Donc, c'est sur quoi on travaille ensemble. C'est une association de patients qui sont atteints de Covid long, c'est ça? Tout à fait. Voilà, merci. Jean-Marc Cosmas, vous êtes médecin, vous êtes président du groupe Tous Partenaires Covid. Pareil, est-ce que vous pouvez rapidement nous situer l'action de Tous Partenaires Covid? Tout à fait. Alors, vous m'avez mis un S de trop, c'est Comas, mais c'est pas bien grave. Hein,
Alors, l'association Partenaire, c'est une association transversale. Voilà, tous partenaires, on est partenaire aussi avec Givin, on est partenaire avec d'autres. En fait, c'est une association transversale qui regroupe des patients, des professionnels de santé, des personnes de la société civile, des chercheurs en sciences humaines, parce que on a dans l'objectif de prendre le post-Covid, les complications Covid long dans leur globalité. Très rapidement, on a entamé depuis cet été une course contre la montre dans un questionnaire national qui est en ligne. On pourra en reparler tout à l'heure parce que j'ai mis une diapo qui est vraiment représentative de ce qui va sortir. Nous avons colligé à l'heure actuelle 3800 réponses, 2800 pardon, il nous en faudrait 4000 voire plus dans la continuité. L'objectif étant d'établir ce profil de Covid long, mais l'intérêt de cette étude participative volontaire de la part des patients, c'est d'avoir sur le long terme le comportement des symptômes, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient psychiques. Très bientôt viendra aussi, parce que c'est une importance et je m'arrête là, un questionnaire sur le travail, la reprise du travail, parce que c'est vraiment dramatique pour beaucoup de personnes. Oui, oui. On va voir que ces formes longues sont pas faciles, elles sont polymorphes. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met dessous, quelles sont les caractéristiques essentielles. Jérôme Larcher, qui est interniste et qui suit cliniquement des patients. Jérôme, en quoi tu t'intéresses au Covid long? C'est quoi ton action? Nous nous connaissons depuis longtemps avec Jérôme, ce qui m'autorise à le tutoyer. Il n'y a pas le micro, changé de mode parce que… Jérôme, vous n'avez pas activé le micro. Le micro. Jérôme, le micro. Il faut activer le micro. Non, il n'est pas activé. Au-dessus de la tête. Ben, si, il est activé, mais ça, apparemment, ça ne marche pas. Ah. On vous entendait tout à l'heure, mais là, on ne vous entend plus. Alors, pardon, juste le temps qu'il réactive le micro, je voudrais souligner que le conseil scientifique de notre association a travaillé aussi sur les réponses rapides de la consultation prévaccinale et aussi aux côtés de Pauline Oustric et sous l'autorité du professeur Salmon avec la HAS sur les réponses rapides de la prise en charge. Donc, si je comprends bien, vous vous connaissez tous les quatre. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de monde sur le sujet. Du conseil scientifique. Donc, effectivement, je n'étais pas là à titre présentiel, mais le conseil scientifique était bien présent et comme nous avons des réunions informatives toutes les semaines, voilà, enfin, on est au courant en temps réel. Jérôme, si vous voulez bien relancer votre connexion, peut-être. Rafraîchissez votre page, si vous voulez bien. Bon. La connexion sur le lien qui vous a été donné. Si. Vous m'entendez? Ah, ça y est, on vous entend. Trop tard. Bon. On va y arriver aujourd'hui. Oui. Quelques petites techniques. Jérôme? Jérôme, est-ce que tu nous entends? Non, le micro. Là, vous l'avez désactivé. Ouais. Là, vous m'entendez ou pas? Super, c'est bon. Super. Oui, donc merci pour l'invitation. Donc moi, je suis effectivement médecin interniste et réanimateur. Mais surtout, c'est que depuis un an, j'ai participé à la mise en place de toutes les stratégies Covid au sein du groupe dans lequel je travaille. Et donc, pour moi, si vous voulez, la question du Covid long est juste la continuité logique et contiguë de ce qu'on continue à s'occuper des Covid aigus aujourd'hui. Et simplement, avec le recul d'un an, on s'aperçoit de l'émergence d'une maladie dans la maladie. Et c'est tout l'enjeu. L'enjeu aussi parce que, et ça, les patients, mais les professionnels le savent aussi, on n'arrive pas avec une pancarte de Covid long. C'est-à-dire que les symptômes sont tellement peu spécifiques que le vrai travail, c'est d'essayer d'éclaircir un peu ce brouillard diagnostique dans lequel les gens sont plongés. Et la réalité, c'est qu'on trouve aussi des fois des choses qui n'ont rien à voir avec le Covid. Ça, on va en parler tout à l'heure, Jérôme. Et voilà. C'est juste pour voir. Voilà. Et donc, mon travail, c'est d'essayer au moins d'être une porte ouverte pour les gens qui ont pu avoir le Covid, de manière formelle ou pas, et d'essayer dans ce brouillard-là, de trouver quelques lumières et quelques pistes. Et bien sûr, ça n'a de sens que si c'est fait ensemble, parce que aujourd'hui, les experts du Covid, je pense qu'il n'en existe pas. On est tous en train d'apprendre au fur et à mesure que le chemin se fait. Voilà. C'est très récent tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons pris le titre, il y a de l'écho.
Nous t'avons pris le titre La maladie dans la maladie. J'ai vu que tu l'avais déjà utilisé. Dominique Salzman, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Dominique, vous êtes professeur en infectiologie à l'Hôtel-Dieu. Oui, tout à fait. Bon. Bonjour à tous. Et excusez-moi pour le retard, hein, mais j'avais pas de problème, Dominique. De connexion. Là, vous m'entendez bien? Oui, chacun fait au mieux. Nous vous remercions infiniment d'être là. Et donc, vous suivez en même temps aussi. Je crois que vous avez suivi plusieurs cohortes, mais que vous suivez la cohorte Cocolate, c'est ça? Ou Cocolate, je ne sais pas si c'est un anglicisme ou français. Oui, je vais vous expliquer. Oui, notre objectif est de mettre en place Cocolate, mais on est confronté à des difficultés. Attendez, excusez-moi, il ne faut pas parler en même temps. Allez-y, Dominique, vous avez la parole. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est comme vous voulez. Je peux vous parler des connaissances actuelles sur le Covid long si ça vous intéresse, ou répondre à vos questions, ou vous parler des recommandations de l'HAS. C'est un peu comme vous l'entendez. Non, alors là, tout de suite, Dominique, nous en sommes au stade des présentations. Donc, c'est dire en quoi vous êtes impliqués dans le sujet de Covid long. Et après, ce sont les questions des internautes, des connectés qui vont nous permettre d'aborder toutes ces questions-là qui ont déjà été effleurées par Jean-Marc tout à l'heure. Et on rentrera dans les médias. À quel niveau êtes-vous impliqué dans la prise en charge de ces Covid longs? Alors, moi, je suis impliquée au plan clinique essentiellement, puisque depuis le mois de mai, nous avons ouvert une consultation pour les patients qui avaient des symptômes prolongés de Covid. Nous sommes 7 médecins à se relayer sur cette consultation à l'Hôtel-Dieu à Paris. Et donc, on a pu, depuis cette date, examiner plus de 200 patients, donc avoir quand même une expérience clinique et puis entamer des collaborations avec des chercheurs pour essayer de commencer à réfléchir sur les pistes qui peuvent impliquer ces symptômes qui sont assez complexes en fait. Je suis aussi membre d'une action coordonnée de recherche clinique au niveau de l'ANRS qui s'appelle l'AC Covid long. Donc, on anime la recherche, on fait des points réguliers entre nous pour voir où est-ce qu'on en est. Ça, c'est important. Et puis aussi, j'ai travaillé avec la Haute Autorité de Santé à l'élaboration de premières réponses rapides sur la prise en charge des patients. Donc, c'est encore très préliminaire. Mais bien que ce soit très préliminaire, il y avait un besoin vraiment que les médecins puissent avoir des outils pour prendre en charge les patients, prescrire les premiers traitements et examens complémentaires. Voilà, donc voici un peu mon implication dans le Covid long. Merci beaucoup. Donc, déjà, voilà, sous ce terme Covid long, une question que je vais vous poser à tous les quatre. Vous répondrez chacun votre tour. Et levez la main quand vous voulez prendre la parole parce que… Moi, je veux pas, voilà, pardonnez-moi d'être un petit peu vindicatif, mais juste ceux qui ne parlent pas, si vous avez la gentillesse de couper votre micro, comme ça ne fait pas de parasitage. Merci. Voilà. D'abord, qu'entend-on par Covid long? Parce qu'on entend des personnes qui disent « Ah oui, mais les suites de réa, ça rentre pas là-dedans, ce sont des séquelles, c'est autre chose. » Donc, voilà, je vais pas définir, moi, ce qu'est le Covid long, mais chacun, est-ce qu'on est bien d'accord? D'abord, ce terme Covid long qui vient d'être adopté, je ne sais pas si on le gardera, mais je crois que c'est, Pauline, une première victoire. C'est ce que vous y teniez beaucoup dans le milieu associatif. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dessous? Est-ce que ce sont des résurgences? Est-ce que ce sont des formes de suite hospitalisation? Est-ce que ce sont des séquelles de réanimation? Qu'est-ce qu'il y a sous ce terme de Covid long? Pauline, d'abord. Merci beaucoup. Donc oui, le terme Covid long, en tant que patient, on y tient beaucoup parce que ça a été créé justement par la communauté de patients pour caractériser cette maladie qui est fluctuante, qui est prolongée et qui est multisystémique et qui a du coup différents organes qui sont touchés et qu'il ne faut pas analyser de manière séparée. Ça peut toucher le cœur, le poumon, mais aussi le système digestif, mais aussi vasculaire, etc., l'ORL. Donc du coup, c'est quelque chose de complexe qu'il faut analyser de manière globale. Et on tient à ce terme parce que ça prend en compte le côté invalidant du Covid. Et aussi, ça prend en compte le fait qu'on ne sait pas actuellement si les causes de cette persistance sont une persistance virale ou un problème immunitaire. Je laisserai les médecins en parler parce qu'ils connaissent bien mieux que moi. Moi, je vais me cantonner au rapport de patients. Mais en tant qu'association, on a défini le Covid long en tant qu'affection faisant référence à ces symptômes prolongés, fluctuants et multisystémiques qui apparaissent ou reviennent après 3 semaines. Mais il n'y a pas de définition
on va dire, homologuée par tout le monde actuellement. Voilà, c'est celle qu'on a proposée. C'est il y en a aussi une que la HAS a divulguée. C'est important en fait de s'accorder sur le fait que c'est quelque chose d'invalidant et qu'il faut soigner de manière globale. Et le fait que les patients qui ont été hospitalisés ou non doivent être inclus, c'est un débat. En tant qu'association, pour l'instant, nous, on a considéré que les patients qui étaient venus nous voir, c'était ceux qui n'avaient pas été hospitalisés et dont les symptômes persistaient ou revenaient après 3 semaines. Et pour ces patients-là, on ne peut pas dire que c'est la REA qui a causé les symptômes. Peut-être que ceux qui ont fait la REA auront aussi des Covid longs, mais tant que pour l'instant, on n'a pas l'écho physiopathologique, on ne peut pas le savoir. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur ces patients-là. Mais il faut soigner tout le monde, et ça, c'est très important. Claude, micro. Claude, le micro, Claude. Voilà. Quel est l'avis du corps médical, des cliniciens et des chercheurs? Dominique, qu'est-ce que vous mettez dans les Covid longs? J'apprécie la définition proposée par les associations, mais elle n'est pas encore consensuelle pour tout le monde, hein, et notamment pour la NRS. Disons que nous, quand on a commencé la consultation, on appelait ça post-Covid. Parce qu'on pensait vraiment au départ que les patients étaient débarrassés du virus et que c'était des symptômes post-infectieux. Donc, on a appelé ça post-Covid jusqu'au moment où on s'est rendu compte que quelques patients sont toujours porteurs du virus. Pas mal, en fait. Et donc, ça ne collait plus. Et donc, le nom Covid long nous convenait bien. Mais c'est un nom qui n'est pas, pour l'instant, repris par l'OMS, qui a choisi plutôt le post-Covid. C'est pas repris non plus pour l'instant par le ministère qui appelle ça pour l'instant forme prolongée de Covid. Donc, mais c'est la même chose, ça regroupe la même chose. C'est des patients qui ont fait un Covid, documenté ou non. Ça, c'est pas grave. Maintenant, ça commence à être vraiment accepté. D'accord. On va très vite passer aux questions. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter, Jérôme et Jean-Marc, sur qu'est-ce qu'on appelle Covid long? Moi, j'aimerais bien dire que, en fait, le comité scientifique de notre association a mené une vigilance internationale, et c'est vrai que très tôt, il a fallu se décider pour notre questionnaire, et on avait défini le Covid long à partir de 4 semaines. Ça nous semblait important, et puis la suite nous a donné raison, parce que plus vous prenez en charge une pathologie, une complication tôt, plus vous avez de chance, et on le verra, que derrière, il y a une récupération en grande partie des symptômes. Donc là, c'était important parce qu'à un moment donné, traîner à la date de 3 mois, ça nous paraissait très long, justement, cette espèce de gap pour la prise en charge des patients. Et quand ça sera bien standardisé, plus ils seront pris tôt, mieux ça sera pour leur devenir. Donc, ça me paraissait important d'avoir retenu cette date-là. Et d'ailleurs, comme vous le verrez sur les 2 diapos, sur une des diapos qu'on vous projettera du travail commun, c'est que quand on parle de semaine 1, c'est en fait la 5e semaine après le début du Covid. C'est semaine 1 du Covid long. Jérôme, qu'est-ce que tu rajoutes? Bon, j'avoue que très honnêtement, je ne passe pas mes journées à réfléchir à la sémantique du Covid long ou pas Covid long. Je pense qu'il ne faut pas de dogmatisme en l'état, à la fois des associations de patients et des médecins. Les gens qui ont été en réanimation avec un Covid, clairement, quand ils sortent, ils font ce qu'on appelle un syndrome post-réa, qui existe, mais depuis le moment où on fait de la réanimation. Et ça, qu'on ait un Covid ou pas un Covid, on retrouve à peu près les mêmes séquelles motrices, neurologiques, psychomotrices, etc. Donc là, il y a quand même une similarité. Et je pense qu'aujourd'hui, il fallait donner un nom, et à mon avis, au vu de la manière dont l'épidémie s'est faite et dont la dynamique des patients s'est construite aussi, ça me paraît relativement logique d'utiliser la terminologie qui est portée de manière extrêmement active par les patients, et c'est aussi quelque part une reconnaissance sur ce que eux portent. Après, je pense qu'au fur et à mesure où on va pouvoir affiner la recherche, affiner les syndromes cliniques, on va probablement avoir des sous-catégories dans ce qu'aujourd'hui on nomme de manière globale le Covid long. Et on aura effectivement peut-être plus des patients qui ont fait des séquelles, plus des patients qui développent des pathologies de type dysimmunitaire ou dysautonomique à long terme et qui seront vraiment des Covid longs. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut surtout s'affranchir de tout dogmatisme, ne pas dire « mais non, c'est pas un Covid long ». Bon, quand même, globalement, dans le monde entier, ceux qui parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, le Covid long, le terme est utilisé.
Et je crois que, encore une fois, l'avenir fera le tri par lui-même. Si aujourd'hui, il faut qu'on parle tous de quelque chose qui nous est commun, ben, je trouve que Covid long, c'est assez synthétique. Et au moins, on sait de quoi on parle et ce n'est pas les Covid aigus. Voilà. Merci. Frédéric, première question. Oui. Mais j'en ferai pas un dogme et je pense qu'il ne faut pas qu'on se s'acharne dessus. Hein, voilà. Tout à fait. Alors, on est d'accord là-dessus, je pense. Frédéric, première question. Question plutôt clinicien, donc à Jérôme, si vous le permettez. Et il y a 4 catégories, hein, je fais un résumé de ce qui est donné dans les questions. Il semblerait qu'il y ait 4 catégories de pathologie. Il y a un Covid long plutôt cognitif, neurologique, respiratoire, digestif et circulatoire. C'est ce que je ressors des questions. Est-ce que c'est une autre maladie ou c'est la suite de la maladie? C'est la question qui est posée. Alors, c'est bien évidemment la suite de quelque chose. La difficulté aujourd'hui est parce que l'épidémie s'est déclenchée il y a 1 an, à une époque où seuls les patients hospitalisés bénéficiaient de tests diagnostiques. Et aujourd'hui, on a des gens qui présentent des symptômes multisystémiques, comme l'a dit Pauline, complexes, intriqués. Et généralement, on n'a pas que des signes neurologiques ou que des signes digestifs ou que des signes ORL. On a quand même généralement à des intensités variables un peu de tout, avec certains un peu plus d'autres choses, mais globalement, c'est rare qu'on ait un seul focus en termes d'organes impliqués. Et c'est pour ça, et je partage vraiment l'analyse, c'est vraiment une maladie multisystémique, au sens systémique, c'est-à-dire interaction entre différentes choses, pas juste parce que c'est dans des endroits différents. Donc, moi, en tout cas, de mon expérience, et j'ai quelques dizaines j'ai moins d'expérience que le professeur Salmon, mais j'ai quand même quelques dizaines de patients que je suis. Je n'ai pas observé cette typologie figée de digestif ou neuro. Voilà. Pour moi, ils ont quand même souvent au moins 3 ou 4 organes, on va dire, parlants, à défaut de pouvoir objectiver quelque chose, des fois, de réel. Mais voilà. Donc la typologie, je ne la retiens pas trop. Non, micro. Est-ce que l'un de vous ou l'une ou Dominique, vous voulez compléter cette réponse à cette première question? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez observé. C'est vrai que les patients ont très souvent plusieurs symptômes. On ne peut pas dire qu'il y a différentes formes cliniques. Alors, il y a juste une forme qui est un peu particulière, c'est l'anosmie. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont une anosmie isolée. Ça, c'est vrai. Et donc, ça, c'est plutôt une séquelle de la phase aiguë. Mais ensuite, il y a le Covid long avec plus ou moins de fatigue, plus ou moins de brouillard cérébral ou de tachycardie. C'est souvent entremêlé. Dominique, vous avez prononcé un mot que tout le monde ne connaît pas forcément, anosmie. Vous pouvez expliquer? Oui, c'est en fait les troubles de l'odorat, les troubles de l'olfaction qui sont extrêmement fréquents au moment du Covid. Ça se trouve chez 30% des patients. Assez curieusement, chez les gens qui ont fait un Covid long, il y a beaucoup d'anosmie initiale, comme si vraiment il y avait un tropisme à ce niveau-là, au niveau des bulbes olfactifs. Et c'est surtout ces patients qui ont beaucoup de virus, peut-être au niveau des bulbes olfactifs, qui ont des troubles de l'odorat, qui vont ensuite faire un Covid long. Ça, c'est quelque chose qu'on a noté, qui n'a pas encore été ni publié ni repris par d'autres équipes, mais qui est peut-être à approfondir. On parle pas de sémantique, mais à partir de quand c'est la question d'Alexis, à partir de quand on déclare qu'on est Covid long? Alors, on en a discuté, c'est plutôt 4 semaines. Pour l'HAS, c'est ça. On a adopté le terme Covid long quand il y a des signes persistants ou récurrents ou de nouveaux signes à partir de 4 semaines. Et bien sûr qu'on a éliminé une autre cause. Hein. On a éliminé soit une séquelle d'un Covid grave, soit une autre pathologie, parce que le Covid peut faire décompenser, par exemple, un diabète ou une thyroïdite. Donc, il faut déjà avoir fait ces étapes. Mais si au bout de 4 semaines, on a éliminé une autre pathologie, on est sûr qu'on n'est pas dans les séquelles du Covid aigu, on rentre là dans le Covid long. Pauline ? Oui, juste pour ajouter que le délai de 4 semaines, c'est aussi celui qui retient les Anglais dans leur groupe NICE. Et je pense que c'est effectivement une durée, un bon cut-off, quoi, un bon seuil. Ouais.
Mais Pauline, moi je crois avoir lu sur les forums que certaines personnes se croyant guéries ont eu une reprise au-delà de ça. Ah oui, oui, pardon. N'importe, une de vous. Non, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je vais répondre pour l'anosmie. En tout cas, c'est intéressant ce qu'a dit le professeur Salmon, parce que ce n'est pas forcément ce que les patients nous rapportent, en tout cas pour les types de symptômes. La perte d'odorat, oui, c'est rapporté, mais pas aussi fréquemment que ce qu'on entend. Par contre, les troubles, c'est-à-dire le fait de sentir des odeurs qui n'existent pas ou d'avoir des difficultés de goût, c'est assez reporté. Mais il y a surtout ces problèmes cardio-respiratoires, de fatigue, neurologique, vasculaire, et qui fluctuent. C'est ces choses, le fait que ça fluctue et qu'il y en ait beaucoup, qui caractérisent assez facilement le Covid long. En tout cas, on se reconnaît comme ça, plus que par la perte de l'odorat, qui est très caractéristique et facile à deviner et facile à caractériser, mais qui n'est pas aussi présente, en tout cas, dans ce qu'on les témoins rapportent. Jean-Marc, j'ai vu que vous vouliez répondre tout à l'heure. Non, c'est simplement pour ajouter que dans l'expérience que nous commençons à avoir, mais pour l'instant, je ne peux pas parler des conclusions, on commence à avoir des personnes qui ont eu des pertes du goût et de l'odorat et qui, uniquement à la phase aiguë du Covid, et qui développent des symptômes évocateurs de Covid long par la suite. Voilà, donc ça veut dire que tout ce qui est mis en place actuellement comme mesure, il faut absolument les respecter et ne pas croire que parce qu'on a été touché par une anosmie, il n'y aura pas éventuellement de complications derrière, parce qu'on est plus jeune, par exemple. Alors, je veux rajouter pour répondre à votre question, effectivement, on dit que c'est au-delà de 4 semaines, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont des signes à 4 semaines. Hein. Quelquefois, les gens ont fait un Covid, ça a duré 15 jours, ils vont rester tranquilles pendant 2-3 mois, et faire ensuite des rechutes. C'est des signes qui soit persistent, soit réapparaissent au-delà de 4 semaines. Mais ça peut être très décalé, en fait. C'est ce que vous voulez vous entendre dire, parce que c'est quelque chose que j'ai connu, interruption totale des signes et reprise 2 mois après. Et là, on ne fait pas toujours les liens. Il faut bien dire qu'un patient ne fait pas toujours le lien avec la grande fatigue. J'ai vu qu'il y avait des pertes de connaissances sur les forums, il y a des choses comme ça. Ils mettent un certain temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Autre question, Fred? Oui, c'est sur la reconnaissance après du Covid long, parce que j'ai vu passer une question mentionnant que notre ministre avait répertorié à peu près 500 000 Covid longs. Est-ce que ce sont les chiffres? Est-ce que c'est comment les répertorier et comment les recenser? Qui répond? Est-ce qu'on a des chiffres? C'est vrai que nous, les médecins hospitaliers, on voit le sommet de l'iceberg, en fait, les formes les plus sévères, donc ce n'est pas représentatif de ce qui se passe. Pour être vraiment représentatif de ce qui se passe, il faut aller en ville. L'idéal, ce serait même de partir des laboratoires de dépistage. Et là, on aurait une idée du nombre de personnes qui vont faire des Covid longs. Alors du coup, en France, on n'a pas ces données, mais il y a des données dans certains pays, notamment en Angleterre ou aussi aux îles Féroé, où ils ont rappelé par téléphone des gens qui ont fait une PCR positive. Et par exemple, en Angleterre, on voit que à peu près 25% des patients ont encore des signes à 1 mois et à peu près 10% à 12 semaines. Donc, alors, ce n'est pas forcément des signes qui handicapent la vie. Hein. Dans 85% des cas, les gens ne sont pas trop mal. Mais quand même, parmi ces 10% qui ont toujours des signes à 12 semaines, on en a à peu près 15% qui ne sont vraiment pas bien. Donc, vous voyez, là, ça veut dire que le pourcentage de patients qui font un Covid long, il est peut-être entre 5 et 10%. Hein. Et ce n'est pas n'importe qui fait un Covid long. On se rend compte, et ça a été confirmé par plusieurs équipes, que ce sont souvent des gens assez jeunes, en fait, hein, plutôt vers la quarantaine, 40-50 ans, souvent des femmes. Et souvent, on n'a pas d'explication à ça, des gens qui ont un petit terrain allergique. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'il y a une question, c'est est-ce que ces formes de Covid long peuvent soit réveiller une autre maladie qu'on ne connaissait pas ou qui était un peu endormie, soit est-ce qu'il y aurait des prédispositions? Est-ce qu'on aurait déjà, parmi les cohortes qui ont été suivies, étudiées, observé des choses comme cela? Il y a des maladies qui peuvent être réveillées, par exemple, sur le plan maladie inflammatoire, et on a un cas clinique de polyarthrite rhumatoïde avérée
chez quelqu'un qui a fait un Covid, qui n'avait pas de polyarthrite préalable, et à qui on a diagnostiqué une réelle polyarthrite rhumatoïde avec les anticorps qui vont bien. Donc, probablement, le diabète, pareil, c'est des maladies qui peut-être étaient, on va dire, un petit peu cachées, qui se démasquent avec le Covid. En tout cas, ce sont toutes des maladies qui sont impliquées ou qui ont des implications liées à l'immunité, à l'inflammation ou au système nerveux autonome pour d'autres types de pathologies. Mais clairement, on voit qu'on n'est pas seulement là sur une atteinte virale aiguë directe. Il y a bien des mécanismes qui se mettent en place après l'infection aiguë et qui se déclenchent avec des délais plus ou moins longs. Je voudrais juste refaire un petit retour sur le pourcentage de gens Covid longs. Aujourd'hui, en gros, le chiffre de 10%, il est avancé, mais il est souvent avancé à partir des gens testés positifs. Or, et là on a eu quelques études il y a quelques mois qui montraient quand même, vu les difficultés de diagnostic qui étaient purement opérationnelles et absolument pas d'ordre médical, qu'en fait, beaucoup plus de gens étaient réellement Covid que ce que les chiffres de positivité des tests nous montraient. Donc c'est pour ça que M. Véran, je pense, a donné le chiffre de 500 000, qui est quand même un peu plus que 10% du nombre de positifs avérés en France. Et effectivement, on est peut-être à 10%, mais sur le nombre total de Covid réel, et pas simplement de Covid positif. Et je sais que les associations de patients se battent sur ce point-là, mais ça me semble extrêmement vrai comme point, parce que pendant, et j'y étais en plein dedans il y a un an, donc je l'ai vécu en direct, il n'y avait que les gens hospitalisés qui bénéficiaient des tests. Et on sait très bien que les gens hospitalisés sont une fraction minoritaire du nombre de gens qui ont pu être contaminés. Donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, très probablement, des gens ont été Covid, en le sachant ou pas, parce que les formes asymptomatiques sont quand même nombreuses aussi. Et donc, on a toute cette fraction de notre population qui n'a pas bénéficié de PCR, et on sait très bien que la sérologie a une valeur qui est toute relative. Même quand elle est négative, on ne peut pas conclure s'il y a ou pas eu un Covid. Donc, merci Jérôme. Voilà, donc là-dessus, je voulais dire que c'est important parce que quand même la question du chiffre, elle est pour moi significative quand on la met en regard du nombre de gens réellement infectés. Pauline a quelque chose à rajouter. Oui, merci beaucoup. C'était excellent ce qu'a dit Jérôme. Je vais juste revenir sur deux petits points. Un sur les tests pour dire que justement, c'est pour ça qu'on voudrait que le Covid long soit reconnu sur les symptômes et le tableau clinique et pas sur les tests qui ne sont pas toujours fiables. C'est une première chose. Et deuxièmement, actuellement en France, on compte le Covid long qu'à partir des cas symptomatiques. Alors qu'en Angleterre, c'était symptomatique et asymptomatique. Et ça, c'est une grosse différence. Donc, les 10% des Anglais, c'est beaucoup plus gros en France si on se base que sur les symptomatiques. Parce qu'actuellement, la HAS ne le prend pas en compte. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop si les gens asymptomatiques vont faire des Covid longs. Il y en a qui ont été montrés, mais ce n'est pas encore pris en compte et du coup, les chiffres vont être grossis. Ou symptomatique léger. Moi, j'ai été symptomatique léger, j'ai quand même fait après une reprise. Pas grave, comme le disait tout à l'heure Dominique, il y en a beaucoup qui ne sont pas si graves, mais ce que je lis sur les forums, c'est qu'il y en a beaucoup de très graves, et ce qui me frappe, c'est aussi ce qui a été évoqué, c'est que ce sont des gens très jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a un biais énorme sur les forums, ce sont des gens très jeunes, mais c'est le nombre de personnes jeunes qui peuvent être atteintes au point de ne plus pouvoir travailler, par exemple, et d'être dans des états même très difficiles. Jean-Marc. Oui, merci. C'est vrai que vous parlez des personnes. Oui, nous, ça, sur les réseaux sociaux, on a eu une demande de la part des parents de pouvoir inclure dans notre questionnaire les enfants. On a offert une possibilité et bien sûr le questionnaire sera rempli par un tiers. Et ça, c'est important parce que les enfants ont visiblement des problèmes ensuite de scolarité, de concentration. Enfin, je ne vais pas détailler. J'aimerais vite rebondir sur ce qu'a dit le professeur Salmon. Effectivement, ce qui peut paraître très facile dans d'autres pays, c'est-à-dire décrocher le téléphone, aller questionner en direct des personnes qui ont eu le Covid, pour savoir s'ils ont une forme de Covid long. Eh ben, en France, c'est très compliqué, c'est soumis à la législation. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment, moi je me prête à rêver que la Caisse nationale d'assurance maladie
au vu du sérieux de notre travail en collaboration aussi après J20 sur le questionnaire, nous disent on peut essayer de passer une convention pour pouvoir exploiter les données. Peut-être c'est le moment de passer les diapos. Je vais pas vous embêter longtemps. C'est simplement peut-être le disque dans un premier temps. C'est sur les 1000 premiers patients, une exploitation de l'unité d'intelligence artificielle du professeur Callier au CHU Dijon avec qui nous avons conventionné. Vous avez un disque, alors je ne sais pas si on peut l'agrandir, mais vous avez, c'est un disque avec des fonctionnalités qui bougent en fonction du sexe, de l'âge, de la période. Par exemple, c'est la semaine 1, c'est-à-dire la semaine après les 4 semaines de Covid aigu. Et en fonction du curseur que vous bougez, vous avez les symptômes, les pourcentages qui apparaissent, etc. Et l'intérêt là-dessus, c'est d'avoir un suivi longitudinal, c'est-à-dire qu'il y a un rappel des patients automatiques à 1 mois pour les symptômes physiques, pour les symptômes psychologiques et 15 jours pour les symptômes physiques. Et donc, il y a un enjeu majeur parce que nous avons une cohorte qui continue à grandir. Moi, j'encourage les gens à venir s'inscrire. C'est anonyme dans l'exploitation des données, c'est très encadré au niveau de la loi. Mais l'intérêt dans le temps, c'est qu'on peut voir comment évoluent les symptômes, leur résurgence. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu 2 vagues avec, pour la seconde vague, très probablement une interférence avec des nouveaux variants. Est-ce que le post-Covid, le Covid long des nouveaux variants sera le même qu'avec le Covid initial? C'est pas sûr. Mais comme les professionnels l'ont dit, aujourd'hui, on est dans l'incertitude. C'est une maladie dans la maladie et l'histoire s'écrit en direct. C'est pour ça que pour nous, on considère que participer à ce questionnaire, c'est une course contre la montre. Si on peut passer la deuxième diapo, c'est simplement pour dire que vous voyez à la semaine 4, en bleu, vous avez les symptômes masculins, en rouge, vous avez les symptômes féminins, et vous voyez que le pourcentage n'est pas le même. Donc, il y a très probablement un profil, je n'irai pas jusqu'à ces conclusions, c'est les statisticiens qui les tireront, mais le vécu du Covid long entre les hommes et les femmes peut être parfois différent de façon drastique sur certains symptômes. J'en resterai là parce que c'est simplement les premières données d'exploitation. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question, Fred? Oui, il y a beaucoup de questions sur les tests. Parce que beaucoup se… Par rapport au Covid long, hein, parce qu'on reste dans le sujet. Oui, tout à fait. Savoir si ils peuvent être Covid long, déclaré Covid long ou après, un test négatif. Alors, un PCR ou d'autres tests possibles. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils soient Covid avec des signes, Covid long, avec des tests négatifs. Si j'ai bien compris leur question. Oui, bah c'est très fréquent. Enfin, c'est très fréquent. Jérôme, tu peux peut-être… Oui, alors, donc il y a plusieurs cas. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas eu de test. Donc là, leur test, il est absent. Et qui ont… qu'on peut mettre dans la case Covid long parce qu'on a fait tout le diagnostic d'exclusion d'autres pathologies. Après, il y a le fait que les tests PCR sont des tests qui ont, en fonction du moment où on le fait dans l'évolution de la maladie, une positivité qui peut varier. Ce n'est pas qu'ils ont une mauvaise sensibilité, c'est simplement que si on le fait 2 jours trop tôt ou 2 jours trop tard, ça peut être négatif alors que la personne est Covid et est infectée par la Covid. Donc, la positivité, à la fois, elle est importante quand on peut l'avoir, mais son absence ou sa négativité n'est pas toujours un signe absolu d'absence du Covid. Et la sérologie est intéressante pour éventuellement faire des diagnostics rétrospectifs de Covid quand c'est positif. Si vous avez eu un test PCR ou pas de test PCR et une sérologie positive, a priori, vous avez fait une Covid. Mais si la sérologie est négative, ça n'élimine pas que vous ayez fait une Covid. Donc aujourd'hui, on se trouve dans la situation très réelle de gens où c'est simple parce que la RT-PCR est positive, ok, ou la sérologie est positive, très bien, et ceux pour lesquels les deux sont négatifs, ou la sérologie est négative. Et dans ces cas-là, on ne peut pas affirmer sur un test biologique que la personne a été infectée par la Covid. Et donc, c'est là où il y a tout un travail de débrouillage des choses. Et il faut quand même se rappeler qu'on est dans un contexte de pandémie, c'est-à-dire que ce n'est pas une épidémie locale. C'est-à-dire qu'il y a quand même une circulation du virus majeure.
Et donc, à un moment donné, sur des symptômes même peu spécifiques, on est quand même obligé de le prendre en compte pour dire probablement il y a eu une infection par la Covid. Voilà. Mais c'est effectivement une zone grise qu'il va falloir essayer d'affiner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les tests de diagnostic du Covid aigu soient ceux dont on ait réellement besoin pour affirmer ceux du Covid long, pour garder la terminologie qu'on a employée au départ. Voilà. Et il y a, on va en parler après, mais voilà, je pense que le raisonnement ne se fait pas sur les mêmes critères diagnostiques et notamment biologiques. Voilà. C'est important. Pauline? Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis en plus, le fait de diagnostiquer les patients sur les tests qui ont été absents ou qui ne sont pas forcément fiables fait que les patients ne sont pas forcément soignés. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et pour citer une recherche qui a des biais parce qu'elle a été faite par des patients sur une cohorte de patients, mais qui est intéressante, internationale, qui a du body tag politique. Cette recherche a montré que les patients testés positifs et testés négatifs avaient les mêmes symptômes, sauf la notion. Donc, du coup, on a quand même une physiopathologie qui se ressemble. Donc, il ne faut pas utiliser les tests comme diagnostic de manière officielle. Dominique? Oui, si vous voulez, on ne connaît pas les hypothèses qui sous-tendent ces symptômes, mais il est très possible que la réponse immune des patients soit anormale, soit trop faible ou disproportionnée. Et donc, il est possible que les patients, justement, ne répondent pas parce qu'ils ne peuvent pas répondre génétiquement. Leur système immunitaire fait qu'ils ne répondent pas. Et on a de premiers résultats, notamment sur l'immunité cellulaire, qui tendraient à montrer que les réponses cellulaires de ces patients sont faibles souvent. Donc, si vous voulez, c'est le fait qu'il y ait des réponses négatives, humorales négatives, c'est peut-être même un argument. Il ne faut vraiment pas exclure les patients qui ont des tests négatifs. Et ça, c'est quelque chose que l'HAS a bien dit, je trouve, en disant que les Covid longs peuvent être des patients documentés et des patients non documentés, virologiquement ou sérologiquement. Alors, j'ai une question qui est un petit peu liée à ça, parce que on dit que les patients qui sont dans une période de poussée de Covid ne doivent pas se faire vacciner. Mais qu'en est-il des Covid longs, par exemple, qui ont un test négatif, qui sont cliniquement tout à fait, qui peuvent être considérés comme des Covid longs, parce qu'il y a quand même des signes cliniques qui sont cumulés, qui traduisent ces formes-là. Qu'en est-il de la vaccination? Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Est-ce que vous qui êtes allés à la Haute Autorité de Santé, tous les quatre, pour ces réponses rapides, est-ce que ça a été abordé ou est-ce qu'on Non, c'était vraiment très tôt, donc on n'a pas eu le temps de l'aborder. Mais depuis, plusieurs de mes patients ont fait la vaccination. Et moi, je les ai encouragés à faire la vaccination s'ils étaient négatifs en disant, ça ne peut pas vraiment faire de mal de fait d'avoir une poussée, d'avoir des anticorps en plus. Au contraire, ça peut éventuellement faire du bien. Et les quelques-uns qui se sont fait vacciner ont eu, comme tout le monde, quelques effets secondaires, mais pas de poussée de Covid long. Bien sûr, les gens ne se sont pas fait vacciner en pleine poussée de Covid long s'ils avaient un extrême brouillard cérébral, très mal aux muscles, mal à la tête. Ils l'ont fait dans une période plutôt calme. Je dis pas que ça a amélioré les choses. Pour l'instant, c'est vraiment très tôt parce que ça date que de 2-3 semaines, mais on n'a pas eu de catastrophe sur une petite série. Par contre, si les patients se font vacciner, il faut vraiment qu'ils enregistrent leurs données auprès d'un médecin. Quel vaccin on a fait, quelle date, quels sont les effets secondaires après la première dose, après la deuxième dose. Il faut vraiment qu'on on va perdre tout le monde là. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Vous êtes là? C'est bon, vous êtes là. Juste pour savoir, donc, plus ces événements, ça va être. Ouais, pardon? Non, c'est bon. Ça coupait un petit peu, donc on vous a perdu. C'est pour ça. Ok, alors, on aurait voulu faire un essai thérapeutique sur la vaccination chez les Covid longs. Mais on est dans une période où finalement la vaccination est disponible. Donc on ne peut pas faire d'essai pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, il faut certainement enregistrer le maximum de données pour avoir des données sur la tolérance. Justement, dans la recommandation vaccinale, parce que la question est beaucoup posée, est-ce qu'il y a un vaccin à choisir, à privilégier par rapport à un autre, égard à notre état de santé, Covid long ou pas?
Non, là, on parle des Covid longs. Donc, est-ce qu'il y a une recommandation particulière? Question délicate, je vous vois tous sourire, ça me ravit. C'est parce qu'on n'a pas la réponse, vous voyez? On n'a pas la réponse. On ne veut pas savoir une réponse. Ouais. Ah ouais, je pense que la réponse, c'est que pour l'instant, les gens qui n'ont pas de signes actifs d'infection à Covid, ils doivent être vaccinés. Ouais, c'est ça la réponse pour l'instant. Voilà, après, si on a le Pfizer, peut-être qu'on le préférerait parce que c'est un vaccin qui est inactif, mais on ne l'a pas. Donc, on ne peut pas le recommander. Déjà, on est content quand on peut en avoir. Oui, donc voilà. Et après, en termes de contagiosité, alors je reviens sur les Covid longs, en attendant que Claude nous rejoigne. Est-ce que dans une période de Covid long, est-ce qu'on peut différencier, est-ce qu'on doit différencier, est-ce que ça a un intérêt de différencier une résurgence des signes de la première infection ou une réinfection? Alors, je vais donner un début de réponse. Les réinfections, elles existent, elles peuvent exister, mais elles sont quand même très peu fréquentes. Il y en a quelques-unes qui ont été documentées, et quand on les documente, généralement, c'est des case reports. Ce n'est pas 50 000 réinfections. Par contre, on sait quand même que la réponse immunitaire initiale, elle n'est pas indéfinie. Et donc, c'est pour ça que même quand on a eu le Covid, et même sans avoir le Covid long, il faut quand même continuer à se protéger pour soi et pour les autres. Et là, c'était quoi le début de la question? La question, c'était de savoir ce que c'était une résurgence des signes ou bien c'était une réinfection. Voilà. Et sur la durée de contagiosité, c'est important parce que globalement, nous, pour gérer les patients aigus, on a les recommandations du HCSP du mois de décembre qui, en gros, disent que pour les patients immunocompétents, il faut un isolement Covid pendant 10 jours et ensuite avoir encore, en gros, une grosse semaine de précaution renforcée. Et pour les patients immunodéprimés, c'est 14 jours, non, 10 jours et ensuite 14 jours de précaution renforcée. Donc, en gros, quand on est à 1 mois ou 2 mois, on n'a absolument aucune donnée montrant qu'il y a encore une contagiosité. Voilà. Même chez des gens immunodéprimés, très âgés, où on sait que la clairance virale va être un peu plus longue à se faire. Donc, s'il fallait répondre de manière un peu simple à est-ce que quand on est Covid long, on peut être contagieux, ma réponse, mais je le fais sous le contrôle du professeur Salmon, ce serait non. Ce serait non parce qu'on n'a vraiment aucune data pour le dire en l'état actuel des choses. Oui, je suis d'accord avec vous, Jérôme. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je suis d'accord avec vous. Les quelques Covid longs pour lesquels on a trouvé encore du virus ont une charge virale très basse, en fait. Et on sait que la contagiosité dépend de la charge virale. Quand le seuil est supérieur à 37 minutes, on n'est pas contagieux. Et donc, quand on trouve de la PCR, du moins en rhinopharyngée, elle est assez basse. Et sinon, un autre argument pour dire que ce sont des réactivations plutôt que des réinfections, c'est que les signes ne sont pas du tout les mêmes. Des gens qui font des Covid longs avec des rechutes, ils ont tout d'un coup une grande fatigue, tachycardie, brouillard cérébral, mais ils n'ont pas fièvre, rhinorrhée, enfin ils peuvent, mais c'est souvent différent quand même. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, les réinfections. Je pense qu'on va certainement en trouver de temps en temps, mais ça sera vraiment exceptionnel. Professeur Salmon, une question spécifique. Pardon, excuse-moi Claude. Une question spécifique. Oui, vas-y. On peut demander au professeur Salmon si on ne peut pas rechercher la persistance virale dans les selles, les urines ou les capilles ou les cheveux. Mais dans les selles, ça ne marche pas bien du tout la PCR, malheureusement. On aurait bien aimé parce que ça, c'est accessible. Et donc, dans les urines et le sang, les virologues m'ont dit que ça marche, mais je vais quand même relancer parce que certains représentants d'associations ont réussi à se la faire. Et donc, c'est vraiment, je suis là, normalement, dans le sens, j'ai dans les formes vraiment graves, réanimatoires plutôt. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir accès à des tissus, par exemple, des lésions cutanées, le péricarde, la PL, mais c'est agressif pour des gens qui sont ambulatoires. Aller faire des examens comme ça, c'est pas évident.
Et je pense qu'il y a quand même des prélèvements qui doivent être accessibles, notamment dans les prélèvements cutanés. Si les gens ont des grosses lésions inflammatoires, ça peut être intéressant à ce moment-là, consulter le spécialiste et peut-être qu'on peut de temps en temps voir si on ne trouve pas du virus à ce niveau, peut-être. Oui, une question du côté de la prise en charge des patients, Pauline. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les avancées du côté de la prise en charge en termes d'ALD? On a vu notre président tout à l'heure qui a évoqué les fameux 6 mois reconductibles d'ALD, de maladies professionnelles. On a vu que les professionnels avaient du mal parce qu'ils n'étaient pas sous oxydothérapie, ils ne pouvaient pas. Quelles sont les avancées du côté de la prise en charge qui ont été obtenues, soit dites dans la résolution, et on sait bien que ça n'est qu'une résolution, mais c'est déjà ça, soit avancées ou promises éventuellement par le ministère dans vos rencontres, par le ministre même? Merci beaucoup. Alors, la résolution de Miralles, elle visait à reconnaître le Covid long. Donc, à s'accorder sur la question que c'était un problème qu'il fallait gérer et qu'il fallait soigner de manière urgente. Et maintenant, c'est qu'une résolution et il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place suite à ça. C'est pourquoi on a été invité la semaine dernière au ministère de la Santé et on a proposé du coup nos recommandations d'action pour prendre en charge les patients. Et une de ces prises en charge, ce serait de créer ce centre pluridisciplinaire avec différents experts, cardiologues, pneumologues, neurologues, infectiologistes, etc., qui puissent voir le patient de manière globale et apporter une solution sur le long terme et dans tous les territoires, parce qu'actuellement, il y a des disparités en fonction de là où on habite. Donc ça, on l'a demandé. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour sur ça. J'ai malheureusement pas eu le temps d'écouter le président aujourd'hui, donc je n'ai pas eu les dernières informations qui sont sorties juste avant la réunion d'aujourd'hui. Mais à notre dernière information, il n'y avait pas encore d'ALD sur le Covid long. Et c'est une chose qu'on avait demandé parce que c'est la concrétisation de cette reconnaissance. Et puis pour ce qui est des soins, donc du coup, on a demandé à ce que les données de la HAS soient envoyées à tous les médecins, mais aussi aux médecins du travail, aux employeurs et aux médecins conseils, vraiment pour informer tout le monde, parce qu'il y a encore un peu cette omerta au niveau du travail. Les patients, après 6 mois, ont du mal à retrouver travailler, et ça, c'est pas encore pris en charge du tout. Donc, on travaille un peu sur ces différents plans-là, la reconnaissance, les soins, bien sûr aussi la communication et la recherche, mais il faut vraiment prendre en compte les patients dans leur vie, chez eux, mais aussi au travail, et c'est ça pour lequel on travaille. Voir une ALD? Oui, tout à fait, voir une ALD, mais juste pour l'instant, en tout cas, à moins que ça ait été voté aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'ALD officiel Covid long. Il y avait une ALD que les médecins proposaient et qui était votée par un médecin conseil, mais ce n'était pas de manière officielle, ce n'était pas officialisé Covid long. Alors, si ça a changé aujourd'hui, je n'ai pas été au courant. Non, c'est bon, Pauline, mais vous m'entendez? Oui. Oui. Ce qui est important pour les patients, c'est de savoir que le médecin peut demander une ALD. Donc, c'est une ALD hors liste des 30 maladies, mais si on fait une demande d'ALD, qu'elle est vraiment bien argumentée par le médecin, elle est acceptée. Et ça, c'est quand même vraiment important. Ça évite aux patients de sortir de l'argent pour les traitements, les bio, les déplacements éventuellement. Et c'est une ALD qui durera le temps que ça durera. Ça s'arrêtera quand la maladie ira mieux. Y compris les enfants et les lycéens et les adolescents? Je n'ai pas demandé pour l'instant pour les enfants lycéens, mais je pense que ça doit être pareil. Il faut vraiment que ce soit documenté par le médecin le mieux possible. Par contre, ce qui manque, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance en maladie professionnelle. Et alors que pour certains, c'est évident qu'ils l'ont attrapé sur le lieu de travail. Donc, il y a beaucoup de questions sur les traitements qui sont envisagés, parce que là, on arrive à la fin tranquillement du webinaire. Peut-être donner quelques pistes de traitement. Et avec les traitements, est-ce qu'il y a des consultations dédiées qui sont en train de se mettre en place un peu partout? Où peut-on diriger les patients? Parce que ceux qui nous écoutent ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur situation. Tous les… Jérôme, tu veux répondre? Oui, non, très vite. Moi, je répondrai pas sur le plan pratique, mais je répondrai sur le plan du souhait de notre association, qui est partagé avec Après J20 aussi. C'est de mettre en place très rapidement des groupes de référence, des centres de référence et de compétences avec formation des médecins
Et ça dépend pas de nous. Simplement, on peut le porter. Et je pense qu'il faut que ça arrive très vite en proposition. Et d'où l'intérêt aussi de la formation des médecins. Oui, je crois que la formation des médecins, elle est très importante. Mais avoir que des centres de référence, si vous voulez, c'est pas une bonne chose parce que les médecins vont dire, j'ai un patient Covid long, allez hop, je l'expédie dans le centre de référence. Or, je parlais de compétences. Hein. Ouais. Un centre de référence et des centres de compétences. Voilà. Ouais. Et les patients sont tellement nombreux que je crois qu'il faut vraiment une formation des médecins. Ça suffit pas peut-être les recommandations HAS. Déjà, si elles sont diffusées à tout le monde, ça sera bien, mais ça suffit pas. Il faut sûrement une formation. Mais et ensuite, il faut sûrement, quand le premier recours est dépassé, avoir des centres de référence, mais pas avoir l'idée que tout de suite, il faut envoyer au centre de référence. Vous voyez, par exemple, nous, je ne sais pas ce qu'il en est pour Jérôme, et pour nous, on a des rendez-vous, mais complètement complets jusqu'au mois de juin. Donc, c'est impossible que tous les patients aillent dans une consultation spécialisée. Et surtout, pour rebondir là-dessus, j'ai encore eu au téléphone une présidente de centre, justement, pour le Covid, enfin, post-Covid ou Covid long, dans le Sud. Mais en fait, ces centres-là, ils ne sont pas coordonnés. Et il faut qu'il y ait un médecin qui coordonne cela parce que le patient, il va y aller pendant quelques semaines, mais après, il est retourné tout seul chez lui et il n'y a pas de suivi. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un médecin coordinateur, soit le médecin traitant, soit un infectiologue, mais quelqu'un qui suive le patient sur le long cours, qui puisse noter, comprendre les symptômes résurgents et persistants et donner les bons traitements en fonction des symptômes et des résurgences et proposer une rééducation si besoin. Mais c'est le plus important, c'est qu'il y ait un suivi sur le long terme pour tous les patients et pas qu'ils soient dispatchés quelque part en attendant 3 mois ou 6 mois puis après les plus importants. On a proposé, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Jérôme. Ouais. Alors, j'ai quelques réflexions là-dessus. On se rejoint, mais moi, ce que je pense, c'est d'abord, on ne traite pas des pathologies, on traite des patients. Et j'ai jamais vu un patient à ma consultation, pour quoi que ce soit, arriver avec une pancarte en disant j'ai un diabète, j'ai un Covid long, j'ai un lupus. Donc ça veut dire que, et c'est le b.a.-ba de notre job, Covid ou pas Covid, c'est d'avoir un travail diagnostique et une méthode diagnostique. Et en fait, c'est pas d'avoir des centres de référence ou pas qui est le problème. C'est aujourd'hui, c'est la capacité qu'on doit avoir à arrêter de travailler en silo. C'est-à-dire, c'est s'ouvrir aux autres, c'est avoir un vrai lien et un vrai réseau, c'est-à-dire connaître le cardiologue, connaître le pneumologue, l'appeler par son prénom, aller boire une bière de temps en temps s'il faut avec lui, mais cette notion de réseau, elle est fondamentale. C'est aussi, d'autant plus intéressant de par la situation Covid, utiliser les outils de téléconsultation, de téléexpertise sur lesquels on est quand même extrêmement en retard, même si on fait mieux maintenant qu'il y a 1 an. Mais on a encore vraiment une marge de manœuvre qui fera que pour ces gens qui ont du mal à se déplacer ou pour lesquels on ne peut pas tous avoir 15 spécialistes dans les 2 mètres carrés, on peut créer du réseau. Et donc, il faut que de manière territoriale, et là je pense que les associations qui en plus ont des relais territoriaux, on arrive à créer ça pour qu'effectivement, quand un patient arrive chez son généraliste ou chez son interniste ou chez son pneumologue, ce soit non pas forcément le pilote a priori, mais au moins la porte d'entrée. Et qu'à partir de là, le réseau fonctionne. Et après, je suis d'accord qu'il faut un pilote qui centralise, qui synthétise et qui redirige au fur et à mesure des besoins. Et moi, je crois que si j'ai ça avec des centres géographiquement arrêtés, où en gros, on sait comment ça va se passer, et pour avoir travaillé longtemps en CHU, je connais bien aussi l'hospitalocentrisme qu'on a en France. Et il y a de très bonnes choses qui se font, mais tout ne se fait pas à Paris et tout ne se fait pas que dans les CHU. Et aujourd'hui, la masse de patients et la problématique qui en résulte fait qu'on a besoin que tout le monde fasse partie de ça. Donc moi, je serais plutôt pour une approche en réseau, multidisciplinaire, assez agile, assez flexible, en les outils de téléexpertise, les outils de téléconsultation. Et maintenant que je connais Dominique, ce sera avec un plaisir que je peux la contacter pour avoir un avis si j'ai un doute. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est pas de faire un truc figé où certains vont construire leur carrière d'expert, alors que, et je le pense sincèrement, c'est pas provocateur, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'expert du Covid, où que ce soit. On est tous en train depuis 1 an d'apprendre au fur et à mesure.
Et on y passe des jours et des heures et des heures et des heures pour se tenir au courant de tout ce qui arrive au fur et à mesure. Donc, et je suis d'accord. On n'a pas donné la réponse à nos patients. Là, on n'a pas donné la réponse. Autrement dit, c'est quoi la réponse? Il faut qu'ils aillent voir le médecin de premier recours, c'est-à-dire leur médecin traitant. Ils vont, vers qui ils vont? Oui, il faut qu'ils aillent voir leur médecin traitant. Voilà. Parce que c'est le médecin traitant qui a une vue globale sur tous les organes, vous voyez. Sinon, c'est dispatché, je vais voir une fois le neurologue, je vais voir un... Et le médecin traitant doit pouvoir être en capacité d'avoir un réseau, d'avoir un cardiologue, d'avoir un neuro, d'avoir un kiné, etc. Bon. Et puis, le patient, il faut vraiment lui expliquer, il faut prendre du temps, c'est des consultations très longues. Expliquer au patient comment ça va se passer, que ça va durer peut-être des mois, que ça va s'améliorer, mais que ça va être long, qu'il faut qu'il apprenne lui aussi à s'autogérer, à voir quels sont les facteurs qui déclenchent ces symptômes pour éviter de se retrouver dans cette situation d'avoir des crises subentrantes. Parce que souvent, les gens se disent, mais je suis fort, je vais essayer de refaire du sport, de rebosser, comme ça tout va s'arranger, puis ils rechutent. Donc, il faut vraiment que les patients soient très informés. C'est une maladie comme les maladies chroniques, hein, où finalement, le patient est aussi son médecin en partie. Et ça va finir par s'arranger en partie. Bon, là, on n'est pas rentré dans le détail des traitements, voilà. On va avoir au moins quelques pistes. Non, mais attends une seconde, Frédéric. Je comprends mieux pourquoi les forums ont tant de succès et pourquoi les patients échangent tant je dirais pas de recettes, mais de pistes entre eux, et ils se débrouillent, quoi. Je veux dire, on en est quand même là aujourd'hui, c'est quand même très difficile pour ces patients-là. Ouais, Pauline, il y a quand même quelques traitements qui fonctionnent, hein. Par exemple, on peut essayer quand on est en crise les anti-inflammatoires, sous couvert bien sûr de médicaments anti-ulcéreux. On peut faire de la rééducation. Il y a des diagnostics à faire. Le médecin, quand il a un patient comme ça, il doit regarder. Est-ce qu'il n'y a pas, mon malade n'a pas une péricardite, une myocardite, une hyperréactivité bronchique? Et on traite les symptômes qu'on voit. Hein. La rééducation marche aussi. Il y a plein de rééducations. La rééducation respiratoire, la rééducation olfactive, la rééducation par le sport. Donc, on a des pistes, mais qui sont... C'est vrai que c'est des traitements symptomatiques. C'est pas le traitement étiologique qui fait qu'une fois qu'on donne un petit traitement d'une semaine, on est guéri. On traite les symptômes et on accompagne les patients vers l'amélioration ou la guérison, j'espère. Alors, Jean-Marc, vous allez prendre la parole. Je vais vous demander à chacun un message fondamental qui vous paraît important, Jean-Marc. Alors, c'est simplement intervenir très, très rapidement. Je prends pas le temps par rapport à la notion de réseau. Il faut absolument que tout le monde soit formé parce qu'il y a des symptômes qui se dépistent pas comme ça et qui se prennent pas en charge comme ça, c'est-à-dire le syndrome d'hyperventilation et la dysautonomie. J'ai fait dans un temps passé une tétraplégie qui m'a valu 8 semaines de réanimation et jamais je n'ai été pris en charge correctement sur le plan de la rééducation de la dysautonomie. Et c'est pour ça que je salue vraiment le travail profond qui a été réalisé par le groupe de l'HAS pour mettre le doigt là-dessus et initier une formation par la suite et ne serait-ce que la notion de ça. Simplement, comme message final, je dirais, venez sur notre site touspartenairescovid.org pour remplir le questionnaire parce que vraiment nous avons besoin, c'est un questionnaire qui commence à être costaud, il nous faut de la validité épidémiologique et surtout de la durée. Nous, on est là pour servir les patients, on est là pour mettre des ponts avec la science. Les collaborateurs, c'est une grosse étude nationale et c'est bien d'y participer, de venir nous aider à performer sur le résultat. Tous partenaires Covid. Pauline, vous avez un message aussi à passer. Oui, pour moi, le message, c'est qu'il faut être solidaire, il faut qu'on continue de collaborer ensemble avec le réseau pour pouvoir fonctionner et s'en sortir. Et j'invite du coup les patients et aussi ceux qui veulent s'informer à adhérer à notre association pour avoir une newsletter qui les informera sur justement les dernières nouvelles scientifiques et l'après sur le Covid long, et aussi avoir un réseau de soutien, du support, les nouvelles sur le Covid long. Donc, c'est important de rester ensemble pour ça. Mais vous aviez un appel à faire pour pouvoir faire remonter les retours des patients, de certains patients. Oui, alors je vais faire très rapidement, mais je pense que c'est important qu'on entende la voix des patients. Et on a étudié les différents témoignages des patients. Et ce qui est revenu de manière assez globale, c'est trois thèmes. Le premier thème, c'est qu'il y a un problème de psychiatrisation du Covid long et que les patients ne se sentent pas pris au sérieux comme Covid long et sont pris comme un malade imposteur. Ça, c'est la première thématique qui est facile à gérer. Hein, c'est prendre sérieusement le patient
comme un malade et pas comme quelqu'un qui ment. La deuxième chose, c'était les conséquences physiques et psychiques du Covid long dans la vie de tous les jours et les conséquences invalidantes. Et le dernier, c'était les conséquences sur le travail, sur la vie de famille, sur la société, qui sont peu prises en compte. Et donc, c'est pour ça que notre association travaille avec les médecins, les différentes associations, mais aussi le gouvernement, pour essayer de mettre des actions en place pour que les choses avancent et que les patients aient une meilleure qualité de vie. C'est ça le principal, c'est qu'on puisse reprendre une vie normale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Merci. Dominique, quel est votre message que vous voulez passer à nos connectés? Alors, en fait, j'en ai plusieurs, mais très courts. Hein. La première, c'est cette collaboration entre les patients et les médecins, qui est vraiment très importante. On est dans une maladie où c'est finalement les patients qui nous informent sur leurs symptômes. Donc, c'est une collaboration très riche. Il faut qu'elle dure. Et là, maintenant, on y voit plus clair sur les symptômes, mais vous allez nous informer sur leur évolution, tout ça. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose aussi, c'est le soutien à la recherche. Je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est de essayer que la France soutienne beaucoup plus la recherche. On n'a toujours pas réussi à monter une cohorte de Covid long. Et tant qu'on n'aura pas la cause des symptômes, on n'aura pas de signature, on ne pourra pas donner de traitement. Donc ça, faut mettre vraiment la pression parce que je trouve qu'on est en retard par rapport à d'autres pays. On a des cohortes observationnelles, mais il n'y a pas du tout assez d'investissement. Et puis, troisième chose, c'est quand même, il ne faut pas que les patients perdent courage. C'est quand même une maladie qui s'améliore très lentement. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Au bout d'un an, on a encore quelques patients qui ont encore des symptômes, mais ça va dans le bon sens. Les gens vont exceptionnellement aller en hospitalisation, jamais en réa, ça va finir par s'arranger. Donc, faut aller voir son médecin traitant, quitte à faire le siège, être pris en charge le plus précocement possible, mais aussi se dire qu'il faut avoir du ressort et on va finir par y arriver. Les choses ont beaucoup avancé en 6 mois. Vous vous rendez compte que c'est une maladie qu'on connaissait pas en mai, et là, en février, on a beaucoup avancé sur la description, sur les hypothèses, ça avance. C'est très important ce que vous dites, que il faut, bon, c'est dur, c'est long, mais que ça s'améliore. Parce que bon, j'étais l'autre jour la semaine dernière avec quelques scientifiques et qui disent que oui, on récupère et que c'est plutôt, tout le monde va dans le bon sens. Je ne dis pas qu'on récupère à 100%, on n'a pas encore les preuves qu'on récupère à 100%, hein, mais on récupère. Et il faut apprendre à se gérer aussi soi-même avec le médecin. On peut faire, quand on est patient, on peut faire des choses soi-même. Jérôme, le clinicien. Non, mais il n'y a plus grand-chose à dire, si ce n'est que ne pas comprendre une pathologie ne signifie pas ne pas devoir la croire. Et donc, je pense que les associations de patients, et historiquement, c'est quand même comme ça que ça a souvent marché, sont un vrai élément moteur dans ça. Vous devez avoir de la conviction à la fois pour les patients qui vous suivent, mais également les médecins. On n'est pas les ennemis, on est les gens qui vont travailler avec vous. Et je sais que c'est dur au quotidien parce qu'il faut supporter le temps, mais quand même, avec le recul sur d'autres pathologies, en moins d'1 an, il y a quand même une reconnaissance sur le plan médical de ce qu'est un Covid long, une reconnaissance institutionnelle avec cette proposition de résolution qui est un premier pas et j'espère ne sera pas le dernier. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin de savoir pourquoi ça survient. Donc, il faut une recherche à la fois scientifique et également épidémiologique. Et je crois que les sommes débloquées en Angleterre ou aux États-Unis sont assez parlantes quant à l'enjeu sociétal et de santé publique que ça représente. Et maintenant, il faut effectivement que nos autorités sanitaires et institutionnelles se mettent au niveau parce que c'est un véritable enjeu de santé publique et sociétale. Et si on ne fait pas les choses correctement maintenant, c'est dans 5 à 10 ans qu'on aura les impacts à la fois sur le plan médical, mais aussi sur le plan des gens qui travaillent ou qui ne travaillent plus et du coût que ça représentera pour la société. Donc, il faut bien retenir que c'est symptôme par symptôme et qu'il n'y a pas un traitement qui soigne l'ensemble, mais qu'il va falloir aborder ce chemin de la guérison avec plusieurs partenaires, des médecins, des kinésithérapeutes. Voilà. Bien sûr. Bon, écoutez, je crois que c'est passé très très vite. J'ai pas vu passer le temps. Je voudrais dire que le prochain webinaire serait normalement
dans 15 jours et qu'on y abordera tous les nouveaux traitements. On avait traité la question des traitements au mois d'avril de l'année dernière. Elle a beaucoup changé, cette question. Aujourd'hui, il y a des nouveaux traitements. Il y a les monoclonaux qui interviennent, tous les anticorps qui apparaissent et d'autres, les anti-inflammatoires. Il y a des progrès. Il y a des anciens traitements qui se révèlent efficaces pour cette maladie. On en parlera donc dans 15 jours. Et Frédéric a un petit message aussi à passer avant de vous remercier tous bien chaleureusement. Oui, je vends une Mercedes première main. Non, pardon. Il y aura un replay. Il y aura un replay évidemment sur le site de France Assos Santé. Et on remonte toutes les questions qui ont été évoquées sur ce chat. On les remonte à France Assos Santé et qui en feront une discrimination et essaieront de répondre au mieux à toutes les questions qui sont restées sans réponse. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de France Assos Santé pour avoir les replays parce que tous les webinaires ont été recensés et répertoriés sur le site. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé. Prenez soin de vous et on vous retrouve dans 15 jours. Merci à nos experts d'avoir été… Merci à nos expertes, merci à nos experts et à très bientôt. Et bien sûr, que tous nos connectés trouvent le chemin de la guérison. Merci beaucoup. Soyez positifs dans le mental, pas que dans le Covid. Merci. Ouais, nous avons… Merci, au revoir. Merci infiniment.